Voilà, Mignonté, épisode du vendredi 7 mars 2025. C'est le jour avant la journée internationale du droit des femmes. Donc, on fera pour la journée internationale des droits des femmes un hors-série. Il ne sera pas live. Je ferai un live pour le 5e anniversaire de la mort de mon père, mais demain, 8 mars, on aura un épisode là qui sera sur le cancre de macaque, celui qui s'appelle Yves-Michel Fotso. Voilà. Mais cet épisode d'aujourd'hui, Mianté, le concerne indirectement, comme presque tout. Vous savez, je ne le dis pas clairement, mais la raison pour laquelle mon père, Fotso Victor, Victor Fotso, meurt aussi mal, est qu'il a un fils qui a mal tourné, qui est devenu ce qu'on appelle en Afrique francophone un féman, et qui a fait le choix de casser son père. Non seulement de le ruiner, mais de le casser. Je n'ai pas envie, Mianté, de faire de la psychologie de bas étage. En pensant connaître ses motivations. Je ne les connais pas. Je n'ai envie ici que de parler des faits. Donc demain, je parlerai des faits. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est véritablement la jeune africanisation de l'information. Ceux qui ont écouté les trailers de mon podcast savent que je parle de la jeune africanisation de l'information. Ce n'est pas ça pour faire du buzz en me faisant Jeune Afrique, mais pour parler du problème qu'il y a, surtout en Afrique francophone, avec l'information, avec les médias, où il y a du mal, il y a... Je généralise peut-être, vous me direz, vous qui êtes ailleurs, vous pourrez me dire que c'est un problème d'Afrique centrale, qu'en Afrique de l'Ouest, qu'ailleurs, qu'au Congo, que dans les pays comme la Côte d'Ivoire, qu'au Sénégal, il n'y a pas ce problème-là. Mais moi, je pense qu'en Afrique centrale, je dirais comme ça, qu'en Afrique francophone, permettez-moi de le dire comme ça, en disant que je mets un bémol dessus, en disant que je suis consciente que je fais peut-être une généralisation qui n'a pas lieu d'être. Mais je dirais qu'il y a un problème qui a tout à voir avec Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est pas le problème, mais est un des parfaits exemples du problème. C'est-à-dire que l'information est hiérarchisée et que parce que les médias, faire de l'information, ça coûte cher, il y a des connivences, il y a les médias du système. Et Jeune Afrique, quoi qu'on puisse dire, est un média du système. Ça ne veut pas dire, Mianté, que Jeune Afrique collabore avec les États tout le temps. Ça veut dire que Jeune Afrique collabore avec des personnes comme le cancre de macaque pour choisir qu'est-ce qui mérite d'être couvert, qu'est-ce qui est de l'information et qu'est-ce qui n'est pas. Il y a ce choix-là qui est fait, il y a un parti pris. Donc, ce que j'essaye de dire avec la jeune africanisation de l'information, c'est qu'il y a ce parti pris-là. Il y a des filtres, voilà. Surtout en ce qui concerne l'Afrique centrale, concernant l'information, où on choisit, on fait cela. Et cela a des effets partout, parce que les médias étrangers, je n'aime pas le terme, mais je l'ai utilisé, les médias occidentaux, commencent d'abord par cela, pour savoir ce qui mérite d'être traité ou pas, ce qui est important ou pas, ce qui est de l'information ou pas, ce qui est privé ou pas, ce qui n'a pas lieu d'être ou pas, ce qui mérite leur attention ou pas. Donc c'est très compliqué. Concernant Fotso Victor, vous remarquerez une chose, c'est que presque 99% du temps où Jeune Afrique a parlé de Fotso Victor, ils ont toujours d'abord parlé du cancre de macaque. À un moment, et même maintenant, lorsque Jeune Afrique parle de Fotso, Jeune Afrique parle d'abord du cancre de macaque. Un des articles les plus minables qui a été écrit sur Fotso Victor, je ne vais pas citer l'auteur, m'a été écrit juste avant l'enterrement par un journaliste que je ne respecte pas. Je le dis ici, je l'assume, je le dis. Qui
l'a fait en citant, il a utilisé le texte que j'ai écrit après la mort de mon père pour lui dire au revoir. Il l'a fait après m'avoir demandé une interview que j'ai refusée en lui demandant qu'il était essentiel pour lui de parler du livre que j'avais sorti. Il l'a fait en parlant du procès que j'avais fait contre le cancre de macaque. Et je l'ai dit que, c'est-à-dire les deux personnes qui sont les plus gros imposteurs de tout cela, en disant juste que la plainte avait été classée sans suite. Alors qu'on sait bien que le fait qu'une plainte soit classée sans suite ne veut pas dire que ce qu'elle contient n'est pas important, n'est pas de l'information. Donc voilà un peu, mienté, comment ces sujets-là sont traités. Il y a un journaliste qui a des entrées et qui est même parfois, je ne vais pas dire les choses comme ça en disant payé, mais je veux dire qu'il a des facilités. Il a le contact avec les personnes qu'on considère comme étant crédibles, les personnes d'en haut. Il fait un choix de les croire. L'information est toujours orientée. Tous les articles que Jeune Afrique a publiés sur les affaires Foot ont été orientés. C'est toujours la même histoire. Patriarche, c'était écrit d'avance. Il y avait un héritier qui était là. Il a été condamné. Les autres, on se bat pour la fortune, c'est tout. Je l'ai dit à M. Ben Yamed. Je lui ai dit, mais vous auriez investigué pour savoir ce qui s'est passé à l'hôpital américain de Paris. Le funérarium dans lequel son corps est resté n'est pas très loin de vos bureaux à Paris. Il y avait tellement de choses à voir, à savoir. Il y avait tellement de choses à savoir. Ça ne les a jamais intéressés. Même lorsque je porte plainte pour la première fois et que j'essaye d'attirer l'attention de Jeune Afrique sur cela. Rien. Ma première lettre contre Yves Michel Footso a été publiée par Jeune Afrique parce qu'il devait le faire, parce qu'il devait un droit de réponse. C'était suite à une interview dans laquelle le titre, c'était la une de Jeune Afrique, on disait Footso parle. C'était pas Footso Victor, mais c'était le cancre de macaque. C'est-à-dire que du vivant de Footso Victor, pour des médias comme Jeune Afrique, le cancre de macaque avait déjà succédé à son père. Vous pouvez me dire, et alors Christelle, Nadia Footso, je vous dirais que tout ça n'est jamais un hasard, surtout en Afrique. C'est pas l'information, c'est pas de l'information, c'est du concubinage, c'est du donnant-donnant. Je vais faire des sous-entendus que ceux qui veulent comprendre comprendront. C'est un peu comme ça que l'information est traitée au Cameroun. Il y a un parti pris, c'est orienté, c'est acheté. Au Cameroun, je peux le dire. Donc, une des choses que le comte de Makaka a compris tout de suite, c'est qu'il devait acheter les médias et qu'il devait s'imposer comme étant le successeur. Le livre même, Le chemin de Yala, est écrit de telle manière à ce que on ne parle que de lui et de ses frères et de ses sœurs, et peut-être de la première fille de mon père, qui ne pouvait pas effacer. Tout le reste, on n'en parle pas. On ne parle pas des autres femmes. On parle de la première, mais après on s'arrête à sa mère à lui. Le chemin de Yala, c'est en 94. 94, 95. 94, 95. Il a été écrit, je crois, en 92, 93. À cette époque-là, Footso était déjà un grand polygame. Il avait déjà beaucoup de femmes, il avait déjà beaucoup d'enfants. Mais on parlait déjà seulement du cancre de macaque. Pourquoi? Parce que le livre a été écrit avec quelqu'un qui connaissait, que je respecte. Il s'appelle Jean-Pierre Guillaumard. Mais qui ne pouvons pas comprendre Footso parce qu'il ne parlait pas Banjoun, parce qu'il est un Français qui, je crois, n'a jamais été à Banjoun, qui n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre que le cancre de macaque, ne pouvait pas véritablement écrire une histoire. C'est une histoire occidentalisée. C'est ça un peu les médias. Les médias ont été complices de tout ce qui s'est passé. Et puis il y a des médias et des journalistes qui savent. Lorsque je porte plainte pour la première fois en 2017, il y a un média qui en parle. C'est la lettre du continent. Je ne dirais pas quel journaliste m'a donné l'information, mais ils me disent déjà, mais Christelle, Madame Footso
Tout le monde ici sait qu'il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec le fait que le cancre de macaque a beau avoir été condamné à 2 fois perpète, mais continue de se faire passer pour le propriétaire du groupe Fotso, celui qui dirige tout, même les sociétés parisiennes de mon père, de Fotso Victor. Donc, Fotso Victor s'est trouvé pris au piège de la jeune africanisation de l'information. Il avait un problème. Il ne pouvait pas véritablement communiquer. Il avait ce fils-là qui était menaçant parce que il avait politisé les choses et parce que de sa prison, il remuait ciel et terre en pratiquant même la politique, la terre brûlée, pour sortir et pour casser ce que son père avait construit. Et les médias étaient complices. Mais comment faire pour en parler? Puisque, 1, il ne pouvait pas communiquer. 2, il était pris au piège. 3, il savait que même si on le savait, ceux d'en haut le savaient, s'il y avait bien des gens qui savaient qu'il y avait un problème, qui avaient le feu à l'Empire Fotso, c'était les médias et les gens d'en haut. Les gens d'en bas qui le savaient étaient presque toujours à Banjul, le village de Fotso Victor. Donc, face à cela, Fotso Victor choisit de se murer dans un silence et de se dire qu'en ne disant rien, il a peut-être une chance de s'en sortir et de faire en sorte que son fils, le cancre de macaque, ne casse pas tout. Mais les médias ne l'aident pas parce que lui ne parle pas. Vous savez, parlons de médias, il y a aussi quelqu'un comme Chandatonné qui écrit Chandatonné qui écrit un livre commandé par le cancre de macaque dans lequel il dit toutes sortes d'âneries en essayant de faire passer le cancre de macaque pour un bouc émissaire, pour une victime. Et c'est aussi ce que fait le Jeune Afrique, dans lequel, dans cet article, on dit Fotso parle, il dit tout est fait pour m'atteindre. Il se présente comme la victime d'un système, alors que c'est lui, en s'alliant avec des barons du régiment, en s'alliant même avec les ennemis de son père, qui a tout cassé. Il était tellement important pour lui, parce qu'il ne pouvait pas attendre, parce que son père ne mourrait pas vite. De quelque part lui montrer quelque chose qu'il avait dépassé de son vivant, et qui n'était rien sans lui, et que c'était lui qui l'avait fait le contraire. Jeune africanisation de l'information. Comment peut-on avoir une telle histoire et ne pas la raconter? Et toujours écrire le même article avec de grosses fautes, en changeant des éléments cruciaux qui n'arrangent pas ceux qui les commandent. On change les âges, on change les personnages, on raconte toujours la même histoire pour faire de cette affaire une affaire d'argent. Parce que c'est ce qu'ils rapportent. Et c'est ce que, quelque part, ceux qui comptent veulent entendre. On ne pense pas à ceux qui lisent le journal, on pense à ceux qui l'achètent. Acheter, dans le véritable sens du terme, pas les lecteurs, mais ceux qui font de la publicité à l'intérieur, les sociétés et tout cela. Il faut rester dans le système. Donc Jeune Afrique n'a jamais essayé, même de poser les questions, même de sortir cette histoire qu'ils ont eux-mêmes écrite avec les imposteurs. Guerre de succession. 2 protagonistes. Testament qui a été lu, alors que tout le monde sait que l'histoire est plus grave que cela. Que l'histoire est plus grave que cela. Donc Mianté, ce podcast aussi, c'est pour casser ces schémas-là. Les médias ailleurs ont du mal à sortir des schémas que Jeune Afrique appuie et solidifie avec leur parti pris. Je prends un exemple aux États-Unis. Le New York Times ne sait même pas comment commencer à parler de Fotso Victor.
On ne sait même pas qui c'est. Pourquoi est-ce que c'est important? Le Washington Post non plus. En France, même Mediapart ne sait pas comment en parler. Parce que pour eux, ça reste une affaire d'héritier, quelque chose de banal. On a beau faire du bruit, mais comment en parler? Il n'y a pas pour eux ce qu'ils considèrent comme un gros scandale. Le seul fait que Fotso Victor meure dans les conditions dans lesquelles il meurt, comme je l'ai raconté dans l'épisode de lundi, devra intéresser des médias indépendants comme Mediapart. Mais il n'y a pas de relais. Il n'y a que moi qui parle. Et je suis la fille de quelqu'un qui, quelque part, n'intéressait pas véritablement la France in, pour dire les choses de manière populaire. La France in. Mon père faisait partie de la France art, de la France qu'on ne voit pas, de cette France qui a des liens avec les Africains qui ne sont pas toujours reconnus et qui sont toujours très mal racontés. Voilà. Donc, jeune africanisation, elle cause beaucoup de tort parce que elle ne permet pas de sensibiliser les Africains, surtout lorsqu'ils sont d'Afrique francophone, parce que il n'en est pas question et parce que avoir une opinion publique, ou mieux, une opinion publique informée, est très dangereux pour ceux qui sont les véritables clients de Jeune Afrique. Ceux que Jeune Afrique courtise, c'est pas la populace. En tout cas, c'est pas la populace d'en bas, la populace d'en haut. Et ceux qui ont du jet. Fotso Victor n'a jamais su jouer à ce. Fotso Victor n'a jamais su jouer à ce jeu-là. Parce que à son époque, on évitait la presse. On évitait les médias. On évitait le bruit. Le secret était très important. Il fallait rester dans l'ombre. On ne montrait pas l'argent. Société africaine d'avant, société bamileke d'avant. Oui, il pouvait être flamboyant, il pouvait avoir des coups d'éclat. Et j'ai dit qu'il en a eu beaucoup à la fin de sa vie pour cacher ses faiblesses, pour cacher le fait qu'il était dans un moment atroce, où il essayait à tout prix, en étant flamboyant, d'éviter cette humiliation publique qu'il faisait tout pour qu'elle n'ait lieu qu'après sa mort. Tout ceci devra intéresser les médias, pas que camerounais, pas que ceux d'Afrique centrale, pas que ceux d'Afrique, pas que ceux de France, pas que ceux de Belgique, mais ceux d'Europe et du monde, et même des États-Unis, parce qu'il y a un gros scandale. Mais, comme l'avait si bien dit Mongo Betty, s'il n'y a pas d'opinion publique au Cameroun, en Afrique centrale, comment est-ce qu'on fait? Puisque l'opinion publique ailleurs ne sait même pas par où commencer pour comprendre ces affaires. Quand je dis Miaté, Fotso matters. C'est parce que l'information, même si elle n'intéresse pas, reste l'information. Même si on ne la comprend pas, elle reste l'information. Ce qui s'est passé à un homme comme Fotso Victor, surtout que cela ne s'est pas que passé à Banjul et au Cameroun en Afrique centrale, mais en France, en Suisse et ailleurs, est important parce que cela dit énormément de la relation qu'a le Cameroun avec le monde et l'Afrique avec le monde. C'est cette relation-là qui n'est pas équilibrée. Même lorsque la personne africaine, l'homme africain, réussit à en tirer profit, il finit presque toujours par se faire écraser et par finir par être victimisé, par finir en victime. On peut dire, non,
Il aurait dû mieux s'organiser, il aurait dû mieux faire ci, il aurait dû mieux faire ça. Mais je dis toujours, ou je veux le dire aujourd'hui plus clairement, votre Victor a vécu presque 100 ans. Il a réussi l'incroyable. Il a fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on faisait à son époque lorsqu'on avait beaucoup d'argent. Qu'on soit Banjoun, Bamileke, Camerounais, Africain, Européen ou Américain. Il a pris un gestionnaire de fortune. Il a eu des comptes en Suisse. Il a diversifié sa fortune. Il a essayé, tant qu'il pouvait, d'éviter le pouvoir politique. Mais ce n'était pas possible vu le fait qu'il était devenu too big not to be political. Il était devenu trop grand pour ne pas devenir politique. Il a fait tout cela. Mais parce que il n'y a pas de médias, parce qu'il n'y avait personne pour ne pas faire que son histoire, sa fortune finisse par l'écraser. Il a été possible de retourner tout ça contre lui. Parce que ceux qui devaient gérer sa fortune, y compris le cancre de macaque, encore une fois, hors série, demain 8 mars, journée internationale des droits de la femme, hors série de mon podcast sur Yves Michel Fouet sur le cancre de macaque. Des gens comme cela, des gestionnaires de fortune, des gens, des occidentaux, ceux qui considéraient comme étant des pros, détournent la fortune. Mais s'il n'y a pas de médias, si cela n'intéresse personne, si les pouvoirs publics se rendent complices de cela, ou font le choix d'ignorer et préfèrent le silence, comment est-ce qu'on fait? Les légendes africaines, dans un monde où il n'a aucun allié, ses pères morts, vieux, ou trop occidental, le rendant responsable de son propre malheur, parce qu'il a choisi la polygamie et parce qu'il a eu trop d'enfants. Ses alliés politiques se disant il était trop fort, il s'est pris pour qui? Il faut qu'on le mange jusqu'à la lie. Son sang qui n'attend que de le remplacer, pensant qu'il peut faire mieux que lui et qui surtout a faim. Comment? S'il n'y a pas les médias pour faire peur à tout ce monde-là, pour au moins qu'on se dise, oula, si on franchit la ligne rouge, les gens vont en parler et il y aura une autorité judiciaire qui sera obligée d'intervenir. Obligée d'intervenir. Comment on fait? Jeune africanisation de l'information. J'ai parlé, vous savez, à pas mal de journalistes qui travaillent ou qui ont travaillé à Jeune Afrique. À tant de journalistes dont la spécialité est l'Afrique. Mais je n'ai jamais eu ce truc, vous devinerez de quoi je parle, pour faire qu'ils s'intéressent à ce qui se passait véritablement dans l'Empire Fotso, à ce qui se passait avec mon père. Je n'ai jamais véritablement eu ce qu'il fallait pour qu'ils en parlent, pour qu'ils aient le courage, ou juste le culot de dire on ne peut pas banaliser ce qui arrive à ce Banjoun, à ce Camerounais, à cet Africain, même si on pense que sa vie privée
et exotique et qu'il a cherché en ayant tous ses enfants. Donc, Miinté, jeune africanisation de l'information. La prochaine fois que vous lisez un article de Jeune Afrique sur Fotso Victor, ou ce qu'on appelle les affaires Fotso, ou que vous relirez ce qui a été écrit avant, demandez-vous quel est le parti pris de Jeune Afrique. Pourquoi on efface Fotso Victor? Pourquoi on le réduit au père du cancre de macaque? Pourquoi on ne vous raconte jamais ce qu'il a vécu à la fin de sa vie, ce qu'il a vécu à l'hôpital américain de Paris, ne serait-ce que pour dire on a investigué, on a fouillé, on a fait notre travail, en ne nous contentant pas de parler à nos sources habituelles, convenables, parce qu'on fait partie du même système. Et ce que dit Christelle Nadia Fotso est faux. Voilà, Miinté, pourquoi je combats à mon petit niveau cette jeune africanisation de l'information, parce qu'elle empêche les vies africaines d'avoir de l'importance, en faisant en sorte que ce qui les préoccupe ne devienne de l'information que si ils reçoivent l'approbation des gens d'en haut et qui ont le cap, l'argent, le jet. Miinté, demain, hors série, sur le cancre de macaque. On ne se quitte plus. N'oubliez pas de vous abonner.